Parfait, bonjour, j'espère que vous êtes bien installés. On va passer une vingtaine de minutes ensemble. Je vous propose de faire un petit retour sur des menaces liées à l'intelligence artificielle et puis de partir après sur quelques prédictions. On est encore dans le début de l'année, donc on peut encore en profiter. Je travaille pour une société qui s'appelle EZ. Nous sommes aujourd'hui le premier éditeur européen en termes de endpoint, de ce que l'on appelait avant l'antivirus. Aujourd'hui, on fait bien plus que cela, bien entendu. EDR, protection de la messagerie, protection des environnements 365, environnement collaboratif. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce que l'on appelle du renseignement sur la menace, en anglais de la Cyber Threat Intelligence. Et cette Cyber Threat Intelligence fait partie d'un cercle parce qu'elle va alimenter la protection des terminaux et elle va également servir à ce que ces terminaux puissent nous remonter des informations. Donc on va à la fois récupérer des informations et puis pousser celles-ci sur les différents terminaux. On protège dans le monde à peu près 1 milliard d'internautes par nos propres clients, bien entendu, et puis par 2 partenariats technologiques. Le premier, c'est avec Intel, notamment sur les processeurs. On va tirer parti des nouveaux processeurs de type neuronaux, notamment pour la détection des logiciels inconnus, où on va aller, sans surcharger la machine, récupérer un maximum de puissance pour pouvoir faire des analyses. Et le deuxième, c'est notamment avec Google. Dans le Google Play Store, on va arriver à analyser les logiciels, et pas uniquement au moment où ils sont soumis, mais aussi au moment de leur mise à jour, parce que ça, c'est une technique pour infecter des smartphones Android. C'est de propulser des logiciels bienveillants, par exemple une calculatrice ou une application pour la lampe torche, et puis au bout de quelques mois, de faire une mise à jour qui, elle, devient malveillante et va notamment proposer de récupérer des informations sur le smartphone de manière inopinée. Et rapidement, moi ça fait 20 ans que je travaille pour EZ maintenant, j'ai occupé beaucoup de postes dans l'entreprise, tout sauf les chiffres. Et aujourd'hui j'ai 2 fonctions. La première, c'est présenter les travaux des recherches au plus grand nombre et puis faire les relations avec les autorités et ou les associations. Donc je ne parle pas de trop de démantèlement et d'opérations de police-justice aujourd'hui, mais on a une chaîne YouTube et une chaîne Webikeo. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tout un certain nombre de présentations sur ces médias. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez accéder à notre blog. Sur celui-ci, vous avez un maximum d'informations gratuites à disposition, soit des RSSI, soit des professionnels, soit aussi des particuliers. Et sur ce blog, vous avez une version en anglais qui est assez fournie, où je vais prendre des éléments pour vous présenter aujourd'hui, et puis une version en français où on s'attache surtout à traduire de l'acculturation, des informations plutôt destinées au grand public. Et comme ça, on ne trahit pas la version originale en anglaise, mais on apporte à ceux qui ne pratiquent pas forcément l'anglais des éléments intéressants pour mieux comprendre la cybersécurité. Donc sur ces 20 prochaines minutes, on va voir quels sont les malwares boostés à l'intelligence artificielle, et puis je vous l'avais dit, quelques prédictions pour 2026. Alors, depuis l'essor de l'apprentissage automatique, je pense au machine learning, au réseau de neurones, à différents éléments qui font qu'on va ne pas découvrir l'intelligence artificielle depuis seulement quelques années avec les LLM, on avait prédit déjà que les cybercriminels allaient utiliser forcément cette intelligence artificielle pour pouvoir améliorer leurs opérations. Il se trouve qu'on constate quand même que cette adoption est un peu tard. C'est-à-dire que si nous, ça fait depuis 1997 qu'on utilise l'intelligence artificielle, les cybercriminels ont plutôt découvert l'IA avec les LLM. Et en juillet 2025, on a fait une découverte qui a commencé à nous dire qu'ils avaient vraiment débuté cette adoption. Et cette découverte, c'est Promptlock. Promptlock, c'est le premier logiciel catégorisé malveillant qui utilise l'intelligence artificielle. Il a une première caractéristique, c'est qu'il est multiplateforme, ce qui veut dire que ça va fonctionner sur Windows, sur Linux et également sur macOS, ce qui va, pour les cybercriminels, leur permettre de toucher un maximum de cibles, de victimes potentielles.
Et puis, il va surtout pouvoir utiliser les LLM, mais alors pas télécharger le LLM comme on pourrait le faire soi-même pour pouvoir se défaire de toute fuite d'informations quand on utilise l'intelligence artificielle. Lui, il va utiliser une API, donc ce que l'on a l'habitude d'utiliser. Et cette API va permettre à ce que le code qui est déployé sur les victimes puisse interroger l'intelligence et lui dire, bah voilà, voici ce que je trouve, voici les fichiers que j'ai trouvés, voici les informations qui sont sur la machine, qu'est-ce que tu penses de celle-ci, est-ce que je peux être utile, malveillant, utile pour les extraire et pourquoi pas les chiffrer. Et donc ce logiciel malveillant est conçu avec des scripts qui sont préfaits. Par contre, dans ces scripts, il va pouvoir lui dire fais-moi un script qui va extraire les informations, fais-moi un script qui va analyser les fichiers et surtout, dis-moi si ceci fonctionne bien et si ça va me permettre d'arriver à mon objectif. Donc vous avez bien une partie statique et puis une partie dynamique et c'est cet environnement qui va faire que le logiciel en entier va fonctionner. C'est intéressant de noter que quand on a vu arriver ce logiciel, on s'est posé la question de sa réalité, de son usage dans la nature, comme on dit in the wild en anglais. Et ce que l'on a constaté, c'est qu'il y avait des éléments qui faisaient que le logiciel n'était pas actif de prime abord. Même si on l'avait récupéré sur Virus Total, on s'est aperçu qu'en fait ce logiciel avait quelques éléments de sécurité qui évitaient qu'il se déclenche. Et en postant cette recherche, quelques jours après, on a été contacté par des chercheurs qui nous ont dit effectivement le logiciel n'aurait pas dû sortir dans la nature, c'est un test et vous avez bien vu que celui-ci n'était pas complètement, totalement actif. Mais pour autant, ça nous montre que c'est possible parce qu'ils ont utilisé des LLM tout à fait standards, gratuits, et ils ont réussi à faire des manipulations qui ont fait que ce logiciel devient plus intelligent que ce qu'il n'était auparavant. Donc ce que l'on va constater, c'est que cette intelligence artificielle, d'une manière générale, va leur permettre d'accélérer leurs opérations, d'aller beaucoup plus vite, notamment si vous avez un grand nombre de déploiements de logiciels malveillants sur des machines. Plutôt que d'analyser soi-même chaque machine, on va passer ces informations dans les LLM et pouvoir aller beaucoup plus vite dans la reconnaissance d'informations sensibles. Ça va pouvoir également baisser la barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'un cybercriminel qui n'est pas extrêmement technique, qui n'est pas très bon techniquement, va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle à la fois pour débuter la création du code, mais également pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension de ce qu'il va pouvoir rencontrer, notamment comme barrière. Je pense aux solutions de sécurité, mais pas que. Et puis, on voit, et je parle au futur, que cela va rendre la détection plus difficile. C'est une supposition. Ce que l'on va constater aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les codes générés par l'intelligence artificielle, et je pense à Promptlock, mais je pense également à d'autres qui ont été trouvés soit par nous, soit par des confrères, sont finalement assez faciles à découvrir. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, quand aujourd'hui elle édite et elle fait ces codes, c'est assez caractéristique et c'est assez facilement détectable. Un peu comme quand on nous dit mais comment est-ce que vous savez que tel code provient de tel groupe et ou de telle région du monde. Finalement, il y a un peu comme la calligraphie, il y a des éléments qui sont assez fins et qui nous permettent de savoir et de mesurer cela. De la même manière, on peut assez facilement dire, avec un fort niveau de confiance, que ce code a été écrit par l'intelligence artificielle. Donc à ce jour, on pourrait compter sur les doigts d'une main le nombre de logiciels malveillants, soit étant complètement écrits par l'intelligence artificielle, soit utilisant l'intelligence artificielle de manière poussée. La plupart sont plutôt des proof of concept, un peu comme celui que l'on a trouvé. Il y en a deux que l'on pourrait attribuer à des groupes plutôt efficaces ou en tout cas voulant vraiment mener des opérations. L'un serait plutôt aligné avec la Chine, l'autre plutôt aligné avec la Russie, mais on n'est pas encore dans des certitudes à 100% que ceci est vraiment en production.
Voilà, donc ça c'est le paysage sur les logiciels malveillants boostés à l'intelligence artificielle. Qu'en 20 minutes, on n'aborde pas trop de détails. Si le sujet vous intéresse, et forcément vu que vous êtes ici, je vous invite aussi à consulter une conférence qui est disponible en ligne et gratuitement. Ça s'appelle le Panorama de la cybercriminalité. C'est mené par le CLUSIF, c'est une association dont je fais partie et je suis dans ce panorama. Alors pas sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais vous avez 2 ou 3 interventions qui témoignent de l'intelligence artificielle et qui sont très intéressantes. Et ce qui est bien, c'est que même si la conférence fait 2h30, ce qui est assez long, chaque intervention fait autour d'une quinzaine ou une dizaine de minutes. Donc je vous invite à aller voir ça, c'est disponible sur le site du CLUSIF, leclusif.fr. Et n'hésitez pas à adhérer, c'est une association extrêmement utile. Donc dans les prédictions, on ne pouvait pas passer, comme on ne peut pas passer à côté de l'intelligence artificielle, on ne peut pas passer à côté du paysage des rançongiciels. Le premier constat que l'on fait, c'est que le nombre de victimes entre 2024 et 2025 a doublé, ce qui est un nombre qui commence à être maintenant assez important. On réfléchit aussi à la manière dont les entreprises se font attaquer. Et on constate quand même que le vecteur initial reste très souvent de 2 types. Le premier type, c'est l'ingénierie sociale, donc inviter des utilisateurs soit à dévoiler des informations qu'ils ne devraient pas, soit à commettre des actions qu'ils ne devraient pas. On pense à des techniques plus évoluées et on revient quand même à l'intelligence artificielle avec de l'hameçonnage par téléphone, donc ce qu'on appelle le phishing, le smishing, l'hameçonnage par SMS et bien entendu l'hameçonnage traditionnel, si je puis dire, lui il reste tout à fait efficace. Et ce que l'on voit aussi, c'est que les fuites de données qui sont apparues massivement, on va dire, depuis 2024 et 2025, font qu'il y a énormément de bases de données qui circulent et donc les hameçonnages se transforment et s'améliorent au fur et à mesure. Deuxième point qui permet d'entrer dans les sociétés, c'est les vulnérabilités, les logiciels non patchés, les applications qui sont disponibles sur Internet, soit vulnérables, soit non patchées. Donc ça, c'est quand même un point essentiel et un rappel, si nécessaire, de mettre à jour ces applications et de surveiller surtout celles-ci parce que on voit qu'il y a quand même un certain nombre de zero day qui permettent de rentrer et dans ce cas-là, on ne peut pas patcher, il faut juste surveiller. On voit également que le paysage des rançongiciels est très actif, plutôt fragmenté, qu'il est dominé par un certain nombre d'acteurs, assez peu finalement, qui font une majorité de dégâts. On voit aussi sur cette scène apparaître des nouveaux acteurs, des acteurs de type Warlock qui changent un peu, détonnent un peu du paysage. La première chose, c'est qu'ils ne sont plus dans le modèle ransomware as a service, c'est-à-dire qu'ils sont très bons techniquement, ils sont organisés en petites équipes et ils ne vont pas chercher à revendre comme les Logbit ou les Qlin ou les autres franchises, à revendre des accès à leurs outils pour avoir plus d'impact grâce à des affiliés. Eux se concentrent sur un certain nombre de cibles plutôt restreints et vont faire le travail eux-mêmes et malheureusement ils le font plutôt bien. Donc Warlock, un rançongiciel à surveiller. Tout ne se passe pas bien quand même dans l'univers du rançongiciel. On voit qu'il y a parfois des démantèlements. Encore une fois, les forces de l'ordre font un bon travail à ce niveau-là. On voit aussi qu'il y a des erreurs, notamment Logbit, qui est une franchise qui a subi plusieurs déconvenues en 2024 et en 2025. Comme tout éditeur de logiciels, il faut sortir des nouvelles versions, il faut être attractif, notamment pour ses affiliés. Il faut produire des outils qui vont permettre à la fois de comprendre et d'attaquer. Je pense aux EDR killers, ces logiciels qui visent à s'inclure dans les systèmes à un niveau kernel, noyau, pour aller désactiver les solutions de cybersécurité. Alors, encore une fois, ça, sur le papier, ça fonctionne bien. Quand on a une surveillance de son réseau, on arrive à voir les signaux qui nous permettent de savoir qu'il y a des EDR killers qui sont en cours. Et puis Logbit a subi d'autres déboires, notamment suite à des opérations de police-justice, mais aussi suite à des retards sur le développement de leur logiciel. Hop, un petit clic de trop. On voit aussi que
Ces groupes vont à un moment se fusionner et ou se prêter main forte. On le voit avec Jaguar Land Rover, hein, certainement l'attaque par rançongiciel la plus impactante de l'année 2025. Vraiment des milliards de pertes, un impact sur le PIB du pays, le gouvernement qui vient en renfort en cautionnant des prêts auprès de banques. Donc vraiment un impact très très important. Et ce que l'on voit, c'est que cette attaque aurait été menée par 3 groupes que sont Scattered Spider, Shiny Hunter et Lapsus. Alors on ne sait pas si c'est vraiment les 3 groupes qui ont fusionné pour faire cette attaque ou si ce sont des membres de ces gangs qui ont fusionné pour faire l'attaque. Quoi qu'il en soit, on voit qu'ils arrivent à se rencontrer et à s'allier pour le pire. Et je reviens quand même sur l'intelligence artificielle pour finir ces prédictions. On voit notamment qu'une des grosses failles dans cette intelligence artificielle va être le déploiement des LLM et ou des outils IA au sein des entreprises. Donc une surface d'attaque qui augmente, une nouvelle section de vulnérabilité à aller appréhender. Donc ne déployez pas sans précaution. Je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas lu, à lire le guide de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le guide qui s'adresse à la fois à ceux qui conçoivent, déploient et utilisent. Un guide d'une 40aine de pages qui est vraiment extrêmement bien fait, très synthétique et qui va permettre de vous acculturer avec ces éléments en ce qui concerne l'intelligence artificielle. On voit aussi que ces IA vont servir, on l'a vu avec Promptlock, avec Promptflux, etc., à améliorer la capacité d'action des attaquants. Bon, c'est quelque chose que l'on pressentait déjà, et ce que l'on voit surtout, c'est que ça améliore la quantité et la qualité des attaques traditionnelles de type hameçonnage. On voit aussi qu'il y a un problème de transparence et de fuite de données sur des modèles d'intelligence artificielle qu'il va falloir surveiller lorsque l'on va utiliser ces modèles. Comment sont-ils entraînés? Où vont mes données? Quels sont les biais qui sont inhérents? Et il y a une prudence à avoir quant à leurs usages. Et puis ensuite, il y a un autre élément, c'est les agents. On a eu une petite partie en préambule avec Anthropic, où on a vu qu'un cybercriminel avait plus ou moins 100 clics et en faisant en sorte que des agents s'enchaînent, qu'il y ait différentes attaques. C'est encore à l'étude, mais ça laisse quand même présager l'usage d'agents massifs en 2026 et le fait que ça va complexifier, là pour le coup, vraiment la détection, plus que l'écriture de malware, qui est quelque chose que l'on arrive à repérer. Et puis pour terminer sur ces tendances côté APT, donc on est sur des menaces qui sont alignées avec les intérêts des États. On a repéré en 2025 des attaques qui émanaient de différentes plateformes, de différentes régions, des attaquants alignés plutôt avec la Russie, avec la Corée du Nord, avec la Chine, qui vont attaquer le secteur des drones. Le secteur des drones qui est un secteur aussi assez fragmenté parce que vous avez bien entendu des fabricants qui sont internationaux et de renom, mais vous avez aussi beaucoup de fournisseurs qui vont fournir ces grands noms et qui, eux, sont parfois et souvent même moins bien protégés que les grands. Et donc, on a vu que ces groupes alignés avec les États ciblaient particulièrement ces entreprises et d'une manière générale, la BITD, la Base industrielle technologique et de défense en France, mais en Europe, va être particulièrement ciblée en 2026, quel que soit leur fonctionnement et ou leur appartenance au secteur du drone. Et autre élément qui est intéressant, c'est que on prédit aussi que, notamment les groupes alignés avec la Corée du Nord, on pense à Lazarus, qui a mené beaucoup d'opérations que l'on a appelées Dream Job, où ils se faisaient passer soit pour des recruteurs, soit ils se faisaient embaucher dans des entreprises. Ce qui était génial parce qu'ils se faisaient embaucher comme IT admin, donc ils recevaient directement un ordinateur qui leur permettait d'être intégrés au réseau de l'entreprise. On voit qu'en 2025, ils se sont quand même fait bien repérer et donc on suppose que pour pouvoir continuer à financer notamment le régime, eh bien ils vont devoir recourir à d'autres moyens que le Dream Job et on pense à un retour particulier sur le rançongiciel.
En ce qui concerne les groupes alignés avec la Russie, on imagine aussi un retour à l'usage de groupes indépendants, plutôt destinés au cybercrime, c'est-à-dire plutôt attirés par l'appât du gain. Mais on a vu, et notamment en 2024, un certain usage de ces groupes-là avec des intérêts d'espionnage et donc alignés avec les intérêts des États. Donc on voit qu'il y a, et on présage qu'il y aura une coopération meilleure entre des groupes étatiques et des groupes plutôt attirés par l'appât du gain. Et dernière plaque, dernier acteur ou série d'acteurs que l'on suit particulièrement, ce sont ceux alignés avec les intérêts chinois. Et là, on envisage aussi une plus forte collaboration entre l'appareil, on va dire, tiers, notamment les sous-traitants chinois qui fournissent au gouvernement des éléments concrets pour leur permettre de rentrer dans leur cible. Et on voit que ceux-là sont extrêmement sophistiqués, qu'ils arrivent à trouver des zéro day. Et donc, on anticipe d'ores et déjà une meilleure coopération entre ces groupes et les intérêts d'acteurs alignés avec ceux de la Chine. Toutes ces informations, alors c'est 20 minutes, je vais aller un peu vite, mais toutes ces informations, comme je vous le disais au début, sont à la fois extraites de notre télémétrie. Donc je vous le disais, on a un très grand nombre d'ordinateurs et de serveurs et d'éléments protégés à travers le monde. Donc télémétrie qui provient de ces postes. Également d'autres travaillent, bien entendu, de nos chercheurs. Et toutes ces informations, vous allez les retrouver, encore une fois, au sein des solutions. Ce qui veut dire que chez nous, vous pouvez faire l'acquisition soit de la cyber threat intelligence, du renseignement sur les menaces pour pouvoir vous préparer, être équipé. Il faut quand même avoir un certain nombre d'équipements pour pouvoir ingérer ces informations. Soit vous pouvez tout simplement être équipé des solutions et dans ce cas-là, dans les solutions, vous allez avoir tous ces flux qui vont arriver de manière transparente et qui vont vous protéger contre toutes les trouvailles que je vous ai présentées et bien d'autres évidemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon cyber show et à très bientôt peut-être au FIC, prochain événement sur lequel on sera bien entendu présent. Merci, excellente fin de journée.